Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième journée du congrès télétravail. Je suis ravie d'être avec vous pour animer la table ronde sur les risques psychosociaux, comment résoudre la face cachée du télétravail. Je suis Fabienne Broucaret, la fondatrice de My Happy Job, qui est un site dédié à la qualité de vie au travail et au bien-être au travail. Et j'ai à côté de moi 5 intervenants et intervenantes pour du coup échanger pendant 45 minutes et on prendra ensuite vos questions, donc n'hésitez pas à partager vos questions et vos retours d'expérience par le chat. Je serai votre voix pendant la conférence pour les transmettre à nos intervenants et intervenantes. Bonjour Caroline Diard. Bonjour Fabienne. Vous êtes professeur associé en management DRH et droit à l'EDC Paris Business School et vous êtes la co-auteure de 2 livres qui nous intéressent particulièrement par rapport au sujet du jour sur la transformation digitale de la fonction RH, livre paru chez Duno, et sur la prévention des RPS et des accidents du travail, un livre qui vient de paraître il n'y a pas très longtemps chez Maxima. Bienvenue. Merci à vous. Bonjour Léopold Denis. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Moodwork, qui est une plateforme digitale pour favoriser la qualité de vie au travail en entreprise et rendre, on aura l'occasion d'en parler, chaque salarié acteur de sa qualité de vie au travail. Bienvenue. Merci. Bonjour Yvan Mathioni. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste des risques psychosociaux chez Stibulus, qui est un cabinet spécialisé sur ces questions-là. Et vous nous parlerez un petit peu de l'accompagnement que vous avez pu mener pendant un an et demi de télétravail et un petit peu les risques psychosociaux particuliers liés à la crise qu'on a pu connaître et puis sur le télétravail en général. Bienvenue. Bonjour, maître Jean-Michel Mire. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez Capstan Avocat et du coup on abordera le point de vue plutôt légal avec vous sur les questions de prévention des risques psychosociaux. Bienvenue à vous. Et pour terminer, bonjour Hervé Rabec. Bonjour. Vous êtes du coup directeur général de SEST, qui est un service aux entreprises pour la santé au travail et qui est un service inter-entreprise. Donc on aura l'occasion aussi de parler avec vous non seulement des RPS mais aussi des TMS, autre volet important quand on est en télétravail. Alors on vient de passer un an et demi pour beaucoup en télétravail contraint, avec du télétravail à temps complet, avec des mesures sanitaires assez contraignantes. Donc autant le télétravail peut être source et facteur de qualité de vie au travail et de bien-être au travail, mais on a vu avec la crise qu'il y avait des points de vigilance et des risques qui ont émergé au bout d'un an et demi. Donc je voulais commencer avec vous, Caroline, pour définir un petit peu, quand on parle de risques psychosociaux, de quoi on parle concrètement, et est-ce que vous pouvez nous dire, quand on est en particulier en télétravail, quels sont les RPS qui sont ressortis depuis le début de la crise notamment ? Alors les risques psychosociaux, la définition, vous la trouvez auprès de l'Institut national de la recherche et de la sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui est connu sous le nom d'INRS. Et ce sont en fait l'ensemble des risques qui sont inhérents à une situation de travail et qui sont présents, combinés ou non, avec une situation de stress, de violence, qui est une violence interne commise au sein de l'entreprise par les salariés. Ça peut être du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, des conflits exacerbés entre des personnes ou entre des équipes. Donc ça, c'est la définition officielle sur laquelle on peut se baser. Après, le sujet qui nous concerne, c'est le télétravail. On a vécu une période de télétravail atypique, qui a mis la lumière justement sur ces risques psychosociaux, puisqu'on est dans une situation de télétravail à temps plein, subi, contraint, dégradé, et du jour au lendemain. Donc il y a une sorte de choc qui s'est produit pour un ensemble de salariés en France. Alors les statistiques donnaient au mois d'avril 2020 41% des salariés concernés par le télétravail, donc ce qui est un chiffre important. Et les sondages en sortie du premier confinement ont montré l'émergence de ces risques psychosociaux. Alors, quels ont été ces risques ? En situation de télétravail, le stress, situation d'angoisse, qui n'est pas liée à l'organisation du travail en elle-même, mais à l'organisation du travail dans un contexte de crise qui est un contexte anxiogène. Donc, il faut quand même le rappeler dans un premier temps. Donc, situation de stress, isolement, beaucoup de burn-out liés à des difficultés à se déconnecter, à une charge de travail qui a été augmentée et à une problématique qui a été émergente, c'est la problématique de harcèlement managérial en situation de télétravail. Ce qui ne se voyait pas dans les études sur lesquelles on a travaillé avant
le confinement. Avant le confinement, vous l'avez dit, télétravail, source de bien-être, développement durable, gain de temps de transport, un manager dans la délégation, la confiance et plutôt l'autocontrôle que le contrôle. Et là, on voit apparaître des situations de harcèlement et des salariés qui, à l'issue de ce long confinement, longue période de télétravail subi, sont littéralement en burn-out. Donc les médecines du travail sont saisies. Alors il faut rappeler, je sais que Maître Mire va revenir dessus après, que l'obligation de l'employeur, c'est de garantir la santé physique et mentale de ses salariés. Donc on parle d'une obligation générale de sécurité qui est définie aux articles L4121.1 et suivants du Code du travail. Alors, dans le cadre de cette obligation générale de sécurité, il doit faire de la prévention, doit faire de la formation et doit mettre en œuvre ce qu'on appelle un document unique d'évaluation des risques professionnels qui permet en fait de répertorier par unité de travail quels sont les risques à identifier. C'est là-dessus où on doit faire preuve d'agilité actuellement et on doit être très proactif pour faire de la prévention en amont et aussi du curatif, puisqu'on est un peu devant le fait accompli. On a des salariés qui sont malades au travail finalement et certains d'entre eux ne veulent plus revenir. Ah oui, ce qui va être dans les mois à venir un vrai challenge. Ce qui va être un souci. Alors il y a une vraie problématique de compétences pour les managers, parce que manager à distance, c'est pas la même chose que manager en présentiel. Et quand on ne manage pas bien, on le fait consciemment ou inconsciemment, mais il peut y avoir du harcèlement, une pression exercée sur les salariés qui conduit justement à ces risques psychosociaux. Donc l'enjeu, c'est la montée en compétence des managers, la formation de ces managers, et cet enjeu, en fait, il a été pris en considération dans un accord national interprofessionnel qui a été négocié en novembre avec les partenaires sociaux et qui a été au départ signé par 3 organisations syndicales et qui vient juste d'être publié au journal officiel dans un avis d'extension donc au mois d'avril, le 13 avril, donc c'est tout récent, donc qui permet d'envisager un cadre pour le télétravail et surtout qui met l'accent sur cette nécessaire montée en compétence des managers qui ont géré une situation tant bien que mal et qui ont parfois provoqué des situations de stress, une incitation à ne pas se déconnecter, une surcharge de travail, une demande de surperformance et d'augmentation de la productivité. Et on a aujourd'hui des salariés qui disent je suis harcelé, je veux changer de métier, je n'arrive plus à me lever le matin. Et là, on est sur des signes avant-coureurs de burn-out. Voilà. Yvan Mattioni, par rapport à ce que disait Caroline justement sur le stress, la charge de travail, l'hyperconnexion, vous, en accompagnant des salariés depuis, je dirais au bureau, mais aussi depuis 1 an et demi en télétravail, quels sont les risques psychosociaux que vous avez vus? Quelles étaient les demandes principales auxquelles vous avez dû faire face? Alors, la première réaction qu'on a observée, on a une ligne de soutien psychologique à distance, ça a été l'explosion des demandes quasiment, enfin j'ai envie de dire, dès le début du premier confinement. Et derrière ça, alors, c'est un point très important que vous avez mis en avant, il y a quand même un contexte qui est à la fois, on va parler du télétravail, mais on parle du télétravail vraiment dans des conditions extrêmement particulières. Donc, pour nous, c'était très compliqué de démêler ce qui venait de cette nouvelle organisation du travail et globalement de la crise sanitaire. Les deux s'entremêlant, ça nous a conduit à gérer généralement 2 types de situations de mal-être. La première, c'est toute une série de personnes qui étaient un peu comme des hamsters dans une roue, qui essayaient de compenser un petit peu, de travailler malgré tout. On peut parler des grands équilibres qui font qu'on est en bonne santé psychologique au travail, mais là, tout était perturbé très brutalement. On était perturbé sur le plan de l'autonomie, parce qu'il fallait faire comme avant, mais avec des moyens extrêmement contraints. On était perturbé sur le plan de la reconnaissance, parce que derrière, on travaille, on envoie notre travail, mais on a beaucoup moins de retours qu'en temps normal, donc on commence à avoir du mal à se situer, si ce qu'on fait est bon ou pas. Et évidemment, on est perturbé sur le plan du soutien social, de la solidarité, parce que quand on est en difficulté, quand on a besoin de ne pas se sentir seul, là, du coup, c'est un peu plus compliqué d'improviser le petit café. Donc avec tout ça, derrière, on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient, comme je le disais, comme des petits hamsters, en train de courir dans tous les sens
de compenser tout ça en travaillant beaucoup plus, d'où toute une vague de personnes qui n'arrivaient plus à décrocher, parce que j'ai du mal à me concentrer avec mes enfants. C'est quoi la réaction? Je vais travailler beaucoup plus longtemps, et puis voilà, on verra bien ce que ça fait. Des gens qui étaient aussi en proie, on a beaucoup de gens qui se sentaient assez coupables, en fait, qui ne nous le disaient pas de prime abord, mais on se rendait compte que derrière leur surinvestissement vraiment au travail, il y avait le fait de montrer qu'ils existaient encore à l'employeur, de montrer que voilà, ils se sacrifiaient, j'ai envie de dire, à la hauteur de la mobilisation générale en contexte de crise. Donc il fallait souffrir, quoi. Il fallait y aller, il fallait jamais dire non. Et je rebondis à nouveau sur ce que vous avez dit sur les managers et les situations assez difficiles qui pouvaient confiner avec du harcèlement. Derrière ça, nous, on a eu beaucoup de managers qui ont essayé de compenser la perte du contrôle qu'ils avaient en faisant plus de contrôle, en fait. Donc derrière, en appelant beaucoup plus, en demandant beaucoup plus, en révisant voilà, des encours de travail que d'habitude ils ne faisaient pas. Donc on a eu tout ça. Donc là derrière, on avait des gens qui petit à petit voyaient le réservoir se vider, commençaient à trouver tous les autres insupportables, globalement, commençaient à étiqueter un petit peu tout leur entourage, et derrière, évidemment, ça a amené pas mal d'accidents relationnels. Ça, c'est le premier cas. Il y a eu un autre cas, quand ça ne se passait pas très bien, qui parfois suivait celui-ci. C'était les cas de décrochage. On a vraiment des personnes qui, parfois tout de suite, parfois petit à petit, parfois après avoir vidé leur réservoir, se sont trouvés dans un état qu'ils avaient eux-mêmes du mal à nous définir, à savoir, on se réveille, on allume le PC, on se dit qu'il faut y aller et on n'arrive pas à y aller. En fait, on n'arrive pas à s'organiser, on n'arrive pas très bien à savoir ce qu'il faut faire, on commence à se poser des questions métaphysiques sur notre travail, parce que est-ce que c'est important, pas important, etc. Et on va finir par tourner en rond en ruminant un petit peu toute la journée, en étant incapable de se réengager, quoi, en fait, dans le travail. Donc voilà, c'était les deux grands cas. Alors, évidemment, c'est venu derrière, quand vous avez des gens qui sont fatigués, quand vous avez des gens qui ont décroché. Comment ça se traduit d'un point de vue, quand on parlait un petit peu aux managers, aux RH, etc., c'est tout un tas d'embrouilles en fait, dans les équipes, tout un tas d'incompréhensions, tout un tas de mots déplacés, de gens qui se sont vexés, etc. Donc régulièrement des petits passifs comme ça qui se sont constitués sous l'effet de la fatigue, quoi. Ah oui, donc hausse aussi des conflits et du coup des tensions derrière avec la distance qui n'aide pas. On a parlé là du coup des risques psychosociaux. Alors on a tendance parfois à les oublier, mais les troubles musculo-squelettiques ne concernent pas que les ouvriers sur les chantiers ou les gens qui ont un travail dit physique ou manuel. Hervé, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu par rapport au télétravail, quels troubles musculo-squelettiques ça a engendré et du coup à quoi c'est dû concrètement par rapport à quand on travaille au bureau? Oui, effectivement, on le sait tous, on est rentré brutalement avec la période de confinement, alors en chômage partiel pour les uns, mais en télétravail pour beaucoup, heureusement. Alors on peut se réjouir que le confinement ait permis d'éviter très certainement qu'il y ait davantage de personnes touchées par le Covid et de morts, puisque ça a été le cas. Pour autant, ça ne nous dispense pas de réfléchir aux conséquences sur le moyen long terme, effectivement, sur tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. C'est-à-dire qu'on favorise chaque fois qu'on le peut la prévention primaire, comment anticiper un certain nombre de risques. Et là, en mettant tout le monde chez soi du jour au lendemain, très peu avaient anticipé comment les collaborateurs sont équipés à leur domicile, avec des grandes inégalités entre ceux qui ont de la place, ceux qui vont être sur un petit espace restreint de travail qui sert parfois aussi de table de cuisine ou de table de salle à manger ou autre, ou à plusieurs, et dans certains cas, même pas d'espace dédié, même pas de table, de bureau, avec des personnes qui travaillent à distance, assis en tailleur sur leur canapé ou sur leur lit, et effectivement avec le risque qui se génère, et ça c'est certain, des problématiques de mal de dos, de poignets, de coups d'articulation. Oublions pas que 80% des maladies professionnelles sont liées aux troubles musculo-squelettiques. Donc il y a un vrai enjeu. N'échangeons pas, très bien, on a essayé de limiter, de contenir le risque Covid, ne rentrons pas, ne nous inscrivons pas mécaniquement dans un risque TMS avec des arrêts de travail qui vont venir et des maladies professionnelles qui vont venir si on ne fait rien. Et plusieurs études ont mis en lien aussi justement les troubles musculo-squelettiques et les RPS. Et en effet, les gens qui étaient aussi moins bien installés dans des plus petits appartements avaient plus tendance à être touchés aussi par les RPS. Donc il y a vraiment des liens, une corrélation entre les deux. Jean-Michel Mire, face justement au TMS et au RPS, quelles sont les responsabilités aujourd'hui des entreprises vis-à-vis de leurs salariés en télétravail ? Ça a été rappelé déjà par Caroline Diard rapidement. Effectivement, l'employeur a une obligation générale de sécurité qui porte aussi bien sur la santé physique que mentale,
de ses salariés, et cette obligation de sécurité, qui, rappelons-le, n'est quand même qu'une obligation de moyens renforcés. Rappelons que l'obligation en question a été portée un peu aux extrêmes par la Cour de cassation à une certaine époque, c'est-à-dire l'obligation de résultat absolu, ce qui était effectivement un non-sens en termes de responsabilité juridique, pour revenir à une obligation de sécurité, de résultat, de moyens, l'employeur devant montrer effectivement qu'il met en place les démarches, les moyens permettant de, et parfois il se peut que l'objectif ne soit pas totalement atteint, mais il suffit à ce moment-là de démontrer que la pratique, la structure qui est mise en place a cet objectif-là et permet de l'atteindre raisonnablement. Sur le télétravail, en fait, le diagnostic qui est fait, c'est qu'on a un cadre légal qui est assez restreint, 3 articles du Code du travail, qui datent d'une loi de 2004, d'ailleurs fruit aussi des discussions entre les partenaires sociaux, avec un accord interprofessionnel déjà en 2005. Et sur la question effectivement de la santé, sécurité, finalement assez peu de choses, à l'exception du principe posé, selon lequel l'accident qui survient sur le lieu d'exécution du télétravail pendant, bien sûr, l'exercice de l'activité professionnelle est effectivement qualifié automatiquement d'accident du travail. Bon, ceci étant, après, il y a une quantité de situations dans lesquelles la qualification peut être discutée, mais on voit pour l'instant assez peu de contentieux sur le sujet. Sur l'obligation de sécurité, effectivement, donc on l'a dit, une obligation de sécurité générale de la part de l'employeur, avec nécessité par contre de s'adapter au fait que l'activité professionnelle n'est pas exercée dans les locaux dont l'employeur a la maîtrise, mais en général au domicile du salarié, indépendamment ensuite des évolutions type tiers-lieux et autres dans lesquelles on se dirige progressivement pour notamment redonner un peu de collectif à tout ça. Donc il y a une obligation de sécurité de la part de l'employeur, mais avec une responsabilité qui nécessairement est un peu limitée, puisque, entre guillemets, elle s'arrête à la porte du domicile du salarié. Ça, c'est pour la partie physique. En revanche, pour la partie effectivement mentale et notamment RPS, c'est vrai que l'obligation de sécurité reste à la limite totale, puisqu'on va parler là beaucoup effectivement d'organisation du travail, de productivité, donc de charge de travail, de droit à la déconnexion, et c'est plutôt effectivement cet aspect-là qui répond à la qualification et la problématique des RPS. Donc un encadrement légal sur le sujet qui est le même. Sur le diagnostic qui était fait par les partenaires sociaux en 2005, c'est assez amusant de voir que dès 2005, tout ce qu'on a évoqué était déjà diagnostiqué par les partenaires sociaux. Attention à l'isolement créé par le télétravail. On parle de 2005, on est 2 ans avant effectivement l'apparition de l'iPhone et la généralisation de tous les outils qui vont vraiment mettre effectivement un coup de booster sur le télétravail, et je ne parle même pas du Covid. Donc ces diagnostics-là sont faits avec une injonction faite à l'employeur de les prendre en question, de les prendre en considération, ce que fait l'employeur au travers effectivement des documents uniques d'évaluation des risques, avec en particulier une partie RPS qui est en général assez bien structurée, mais c'est vrai que ce diagnostic-là, l'employeur doit le faire, le partager avec son CSE et la commission santé-sécurité conditions de travail lorsque le CSE a une telle commission, pour justement mettre en place un plan qui soit ensuite communicable aux salariés. Et je parlais tout à l'heure, parce que je pense qu'on y reviendra, de la négociation sur le sujet, qui fait effectivement une part importante dans les accords télétravail aux problématiques de santé, de sécurité et de conditions de travail, pour justement essayer de jouer sur la bonne information, la formation des salariés et des managers. Je pense qu'effectivement, on oublie une chose, c'est que les managers, j'ai l'impression, sont eux-mêmes effectivement les premières victimes de la situation dans laquelle nous sommes et sont eux-mêmes effectivement dans la situation de burn-out et de RPS, et qu'il faut bien que quelqu'un traite aussi cette question-là. Tout à fait, la qualité de vie managériale. Et en effet, quand on regarde les études qui sont sorties depuis 1 an et demi, les managers font partie des populations, entre guillemets, à risque, qui ont été les plus touchées, fatiguées ou épuisées. Parmi les RPS qu'on a identifiés, alors ce qui est intéressant, c'est que tout ne va pas s'effacer en passant au modèle hybride et en passant à 1 ou 2 jours de télétravail. Et donc la crise a exacerbé les risques psychosociaux, les a mis, je dirais, en lumière de manière éclatante, mais tout ne va pas s'arrêter en septembre quand on va progressivement retourner au bureau. Du coup, on a beaucoup insisté là sur la responsabilité légale de l'entreprise. Léopold, qu'est-ce qu'on peut faire chacun aussi à notre niveau? Est-ce qu'en tant que salarié, qu'on soit au bureau ou à distance, on peut aussi agir sur sa qualité de vie au travail et, comme on l'a dit, essayer aussi d'agir en prévention de ces risques psychosociaux? Oui, bien sûr, c'est intéressant en fait, de faire le parallèle entre la responsabilité légale de l'entreprise et la responsabilité, on va dire, réelle dans les risques psychosociaux, parce que toutes les études montrent que la qualité de vie au travail des collaborateurs, c'est réellement en fait une co-responsabilité entre l'organisation qui doit agir sur les facteurs organisationnels de qualité de vie au travail. Est-ce que je suis autonome dans mon travail? Quels sont mes horaires de travail?
quelle est la culture de mon entreprise, et ainsi de suite, et l'ensemble des facteurs individuels qui sont ceux sur lesquels moi en tant qu'individu, moi en tant que salarié, je peux avoir un impact fort. Comment est-ce que je gère mon stress, les relations avec mes collègues, comment est-ce que je gère mes émotions, celles des autres, et ainsi de suite. Tout ça, c'est un impact très fort. Et ce qui est intéressant de noter sur l'aspect télétravail, c'est que le salarié a été physiquement coupé de son organisation. Donc en fait, le poids et l'importance de la responsabilité individuelle dans la gestion de la qualité de vie au travail, on va dire, a priori, qu'elle a augmenté. Mon entreprise n'est plus responsable de mon environnement de travail, je le suis beaucoup plus. Auparavant, j'avais des relations avec les collègues, etc., que j'ai beaucoup moins, etc. Donc au final, la responsabilité, notamment celle de l'identification des RPS, repose beaucoup plus sur mes épaules. Alors encore une fois, je ne parle pas d'un aspect légal, ça reste toujours bien sûr l'entreprise qui dispose de cette responsabilité, mais si l'objectif individuel du collaborateur est bien celle d'éviter les risques psychosociaux et d'améliorer sa qualité de vie au travail, alors il apparaît nécessaire que celui-ci monte en compétence, soit outillé pour améliorer sa qualité de vie au travail. Et justement, alors concrètement, quand on parle d'outiller, comment on fait pour, c'est pas forcément évident de se dire, moi, voilà comment je vais, d'identifier les risques psychosociaux, de savoir si là on tire trop sur la corde et qu'on rentre dans le rouge. Du coup, avec Moodwork, quels outils vous proposez aux salariés ? Alors nous, en fait, on a développé une méthodologie avec différents chercheurs qui viennent notamment de l'EM Lyon et de l'Université catholique de Louvain. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a développé une méthodologie en 3 grands axes qui ne révolutionnent rien, qui est tout simplement celle de l'auto-évaluation, de la formation et de l'accompagnement, c'est-à-dire proposer aux salariés l'ensemble de ces 3 outils. L'auto-évaluation qui est pour objectif de permettre au collaborateur de mieux comprendre la situation qu'il est en train de vivre. C'est comme une entreprise qui ferait au final une enquête, un audit qualité de vie au travail, mais au niveau individuel, parce que la qualité de vie au travail, c'est tellement multifactoriel qu'au bout d'un moment, c'est intéressant pour le collaborateur de savoir de façon très claire qu'est-ce qui a un impact positif ou négatif sur sa qualité de vie au travail. Deuxièmement, la formation, c'est pour développer, on va dire, les soft skills du collaborateur sur tous les sujets liés à la qualité de vie au travail sur lesquels lui, individuellement, peut avoir un impact. Et enfin, l'accompagnement, bien sûr, c'est comme Stimulus et ce que vous faites, c'est proposer en fait au collaborateur tout l'accompagnement humain dont il peut avoir besoin, du psychologue du travail, psychologue clinicien, assistante sociale et ainsi de suite. Donc cet accompagnement, ces formations, ça nous donne une première piste à creuser pour les entreprises. Est-ce que chacun, vous auriez des bonnes pratiques à nous partager pour justement agir en prévention des risques psychosociaux quand on va passer dans un télétravail durable qui va s'inscrire du coup dans un modèle, on aura l'occasion de reparler, hybride. Est-ce que voilà, chacun, vous auriez une bonne pratique à mettre en avant, quelque chose qu'on peut concrètement faire et ce sur quoi on peut agir? Qui veut se lancer? Moi, je veux bien donner une suggestion. Là, on est en période de reprise. Le deuxième gros confinement se termine progressivement pour les entreprises et le télétravail n'est plus la règle. Donc les salariés ont repris le chemin de l'entreprise. Je pense que la bonne idée, ce serait que les managers organisent des entretiens. Alors ça peut être formel, ça peut être informel. Je sais bien que c'est chronophage, mais pour faire un point avec les collaborateurs et prendre du recul sur la situation. Est-ce que ça s'est bien passé? Comment on pourrait améliorer les choses à distance? Qu'est-ce qui a provoqué éventuellement des situations de stress, de doute, d'inquiétude? Quelles sont les missions qui se sont bien organisées? Quelles ont été les missions les plus compliquées à mettre en œuvre? Donc vraiment prendre du recul par rapport à l'individu et par rapport aussi au contenu du poste de travail. Alors ça permet d'aller sur 2 axes. Ça permet d'aller sur l'axe du salarié lui-même en quête de sens par rapport à cette réflexion sur le confinement. C'est est-ce que je suis bien dans mon poste de travail? Vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que mon travail est utile? Et l'autre axe, c'est la mission, le poste en tant que tel. Est-ce qu'on peut l'aménager de façon hybride pour que l'organisation soit pérenne? Donc c'est intéressant de prendre ce temps en équipe et c'est pas du temps de perdu, on fonce pas tête baissée comme on a pu le faire de manière contrainte avec le télétravail en mars l'année dernière. Là ça vaut le coup de prendre le temps d'échanger avant, notamment avant la rentrée et du coup dans les semaines et mois à venir. Yvan? Alors, il y aura plein de choses à dire. C'est une très bonne idée déjà. Parce qu'il y a un côté, il va falloir se reconnecter un petit peu au collectif, quoi. Donc, et ça va être compliqué d'aller dans un extrême ou l'autre. C'est-à-dire, on continue comme avant, ou on arrête tout et on repart
repart comme si on n'avait jamais tous télétravaillé en même temps. Du coup, j'aurais 2 idées. Enfin, la première, je vais reprendre la vôtre en fait, parce qu'elle est très bien. Ça va être globalement de s'assurer qu'il y ait des temps de négo, quoi, en équipe. Négo, ça ne veut pas dire qu'à la fin on obtient forcément ce qu'on veut. Simplement, en collectif, je pense que c'est très important, parce qu'on a tous été, comme vous disiez, très ramenés à nous-mêmes en fait pour gérer tout ça. De se poser en équipe et de se dire finalement on en sort comment, on a appris quoi et comment on voit la suite et quel effet ça aura sur nous. Par exemple, si tout le monde a envie de retélétravailler, se poser la question en collectif et se dire si on fait ça, ça fait quoi, ça va changer quoi, de voir un petit peu où est-ce qu'on arrive en termes de bons compromis. Et ça c'est important, je pense, de le tester, de partir et de se dire on va se lancer un mois comme ça et si c'est tout pourri au bout d'un mois, eh ben on fera le point et on changera. De manière à redonner du contrôle aux gens en fait. Là on n'a jamais eu le choix. Avant on n'avait pas le choix parce que le télétravail c'était un acquis comme pour la plupart quasi inaccessible. Et après revenir sur site c'était un mythe quoi. Là ça va être très important pour leur santé vraiment, de leur redonner une capacité d'influence, parfois en remportant ce qu'ils veulent, parfois simplement en ayant l'occasion d'expliquer aux autres ce que ça leur coûte de ne pas pouvoir l'obtenir. Okay. Voilà, donc j'aurais ça. Alors après, je rajouterai rapidement le deuxième conseil, mais je suis un petit peu gêné parce que c'est aussi ce qu'on vend, la ligne de soutien, donc ça peut être chez Stimulus ou n'importe où ailleurs, peu importe, mais je pense surtout aux managers quand je dis ça. Très souvent, sur les lignes de soutien, on pense au salarié qui ne va pas bien. C'est en réalité un cœur de cible extrêmement petit, parce que le salarié qui ose s'en servir, qui a confiance, qui est à l'aise à parler de ce genre de choses avec un inconnu au téléphone, vous en avez une petite partie, mais c'est certainement pas tout votre effectif. En revanche, là ça va reprendre. Il y a des managers qui sortent usés de la période. Ils vont devoir gérer des équipes dans des configurations un peu bizarres, avec des gens qui sont dans des états un peu étranges. Je pense que c'est important de ne pas les laisser seuls. On pourrait parler beaucoup de l'organisation, des RH, etc. Mais le fait d'avoir une ligne à un moment, c'est pas tant pour aider les gens qui souffrent, mais je pense que ça peut être aussi très bien pour leur donner la possibilité d'échanger dans le secret, dans la confidentialité, des affres qu'ils peuvent avoir sur leur manière de faire le travail, des choses qu'ils n'osent peut-être pas avouer à leur hiérarchie, de peur de passer pour quelqu'un de non performant, voilà, mais qu'ils ont besoin d'aborder pour pas se bloquer dans une situation, quoi. Oui, tout à fait. L'échange est important et on voit aussi émerger dans certaines entreprises l'échange entre pairs et notamment entre managers pour partager les difficultés et pas être tout seul parce que bien évidemment les difficultés rencontrées par un manager sont souvent communes avec d'autres et ça fait du bien en effet de déculpabiliser aussi, de se dire que voilà, c'est pas parce qu'on est manager qu'on doit être un super héros et tout supporter non plus. Hervé Rabec, quand on parlait justement de l'ergonomie en télétravail, il y a aussi un développement des kits télétravail. Alors qu'est-ce que c'est exactement et comment ça peut aider les salariés? Oui, alors effectivement. Alors d'abord, dans nos missions, nos collaborateurs, médecins du travail et infirmiers en santé-travail, lorsque il y a une téléconsultation, une télé-VIP, et que le salarié est à son domicile, ils essaient de faire un mini déjà audit du poste de travail en disant au salarié que vous ne pouvez pas un peu incliner la caméra, nous montrer comment vous êtes installé. Donc il y a déjà un premier micro-conseil qui peut être fait à cette occasion. Et deuxièmement, effectivement, il y a une expression que j'aime pas du tout, qui est les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, en tant que service de santé au travail, de prévention, je pense qu'on se devait d'être exemplaire et de dire que la prévention, on y croit. Et donc, nous, on a commencé à développer pour nos propres collaborateurs, qui sont le plus en télétravail, un kit, c'est-à-dire qu'on a investi pour les salariés concernés sur un support ordinateur, une souris verticale, un écran déporté et un siège réglable en hauteur. Accessoirement, ça coûte 300 €, amortissable sur 5 ans, ça fait 60 € par an pour salarié. C'est quand même pas rien. Alors, d'où peuvent venir le financement, parce que on est dans des réalités économiques. La première, d'abord, on sait qu'un certain nombre d'entreprises vont avoir une réflexion sur les mètres carrés. S'il y a plus de salariés en télétravail, est-ce qu'on a besoin d'autant de mètres carrés de bureaux? Ça peut être une source de financement pour c'est ça. Une deuxième source de financement, mais il faut y croire, c'est la prévention santé. C'est pas qu'un article du Code du travail, parce que c'est comme ça, il y a des règles, il faut les suivre. C'est un axe stratégique et économique pour les entreprises, parce que derrière les accidents de travail, des arrêts de travail, des maladies professionnelles, il y a des coûts pour l'entreprise. Je vous invite tous, c'est en open source sur le site internet du SEST, on a développé l'Absimètre, qui est un logiciel qui permet de faire une simulation des coûts de l'absentéisme pour une entreprise donnée. Et donc, si on diminue cet absentéisme, on peut avoir une vision de quel budget on peut dégager.
Donc ça, c'est une partie côté employeur. Côté salarié, on peut aussi avoir une discussion. Des salariés qui sont plus en télétravail, s'ils se déplacent avec leur véhicule, ils vont avoir moins de frais d'essence. Sur les transports en commun, s'il y a une diminution il peut y avoir une diminution des coûts aussi des cartes, des tickets, et ainsi de suite. Et donc on peut imaginer qu'il y ait dans un dialogue social bien construit, bien compris, que chacun ait intérêt à investir un petit peu pour être bien à son poste de travail. Et pour conclure, un clin d'œil, puisqu'on parlait du lien TMS-RPS, nous, dans notre kit, on a aussi proposé un tapis de souris qu'on a développé avec notre partenaire Eleas, qui est un rappel des bonnes pratiques prévention des RPS, quelques messages pour les collaborateurs à leur domicile par rapport à l'isolement, pour les managers, comment continuer à prendre soin des équipes qui vous sont confiées, et on a vu que c'était pas facile. Voilà, donc je pense qu'il faut être un peu imaginatif, être prêt à investir, et puis encore une fois, y croire à la prévention, et plus on est sur une prévention primaire, moins on aura à gérer des conséquences sociales et économiques difficiles pour les entreprises. Oui, et puis il y a un vrai boom aussi en termes d'offres, donc j'imagine aussi que les coûts par rapport à il y a quelques années diminuent fortement, et en effet, ne serait-ce qu'un support, un clavier déporté, une souris déportée, ça fait déjà beaucoup au quotidien. Jean-Michel Mire, vous assistez à un boom des accords télétravail, j'imagine. Là, ça doit être dans beaucoup d'entreprises, on négocie et on renégocie. Oui, enfin, on avait déjà ce boom dès 2020, puisqu'on avait identifié environ 1200 accords négociés en 2020 sur le thème du télétravail. Donc dès effectivement le confinement, il y a eu une accélération sur le sujet, avec quand même aussi pas mal d'avenants à des accords qui existaient déjà, bien sûr, pour s'adapter à la situation de la pandémie. Et ce boom effectivement se poursuit, puisqu'on serait aux alentours de 2000 accords à peu près sur un an négociés sur cette thématique. Et avec effectivement, je reprends le point on est à un moment charnière, on termine le deuxième confinement. A priori, il y a une reprise d'activité sur site, pour faire simple, dans les locaux de l'entreprise, pour partie. On va basculer progressivement vers une forme de travail hybride pour un certain nombre de catégories, souvent à la demande des salariés, des syndicats, donc c'est l'objet de négociations, mais ça peut être aussi une stratégie d'entreprise, comme on l'a évoqué effectivement sur les locaux, la répartition, le flex. Donc on a une conjonction d'éléments aujourd'hui, avec d'un côté des entreprises qui tirent les leçons effectivement de la crise et de ce qui s'est fait, de l'autre des partenaires sociaux qui récoltent effectivement les demandes qui sont faites sur le terrain par des salariés qui, pour certains, veulent revenir, d'autres pas du tout, certains disant c'est le moment ou jamais de capitaliser et de pérenniser le 1 à 2 jours de télétravail par semaine, ce qui effectivement auparavant n'était que réservé à, on va dire, 4 à 5% à peu près de la population salariée, sur volontariat, parce qu'il ne faut pas oublier effectivement que le télétravail au départ, c'est effectivement un acte volontaire, et donc qui nécessite un accord employeur-salarié. On est passé aujourd'hui à tout à fait autre chose. Voyez, on va progressivement, on le voit bien dans les différentes études, et puis même sur le terrain, on va progressivement vers cette demande généralisée de 1 à 2 jours de télétravail par semaine. Ce qui nécessite effectivement, nécessairement, lorsque les partenaires sociaux sont présents, en tout cas dans l'entreprise, une négociation, voire même éventuellement une charte s'il n'y a pas de syndicat, donc avec une concertation dite plus directe dans les PME, employeurs, salariés, sur la stratégie, ce que l'on met en face, la QVT, et notamment les objectifs effectivement de QVT, et puis derrière organiser un télétravail de manière à ce que justement tout le point RPS qu'on évoquait soit anticipé. Et ce qu'on voit dans les accords, c'est qu'ils mettent énormément l'accent, puisque une fois encore, l'entreprise n'a pas la totale maîtrise du sujet, donc on met énormément l'accent sur l'information des salariés, donc des collaborateurs en télétravail, la formation également pour justement mieux anticiper les difficultés, la formation des managers, l'accompagnement des managers, parce que je pense qu'effectivement ça c'est vraiment un point dur, c'est que je pense que les managers, j'allais dire, et les DRH ont besoin effectivement, non peut-être pas d'un coach, mais de quelqu'un qui puisse les aider justement à mettre en musique le télétravail de leurs équipes et à le faire fonctionner. Et tout ça, effectivement, s'organise le mieux possible par les accords de télétravail. Donc on a effectivement une floraison d'accords, et moi ce que j'observe, c'est qu'ils sont de plus en plus structurés sur cette question de l'anticipation des RPS en particulier et de l'accompagnement. Et puis il y aura tout le volet temps de travail et droit à la déconnexion, qui est également adressé par ces accords et qui est un sujet majeur pour demain, parce qu'on voit bien que le télétravail implique a priori, en tout cas au départ, une certaine augmentation de la productivité, et que sur le long terme, c'est cette productivité-là qu'il faut gérer, et les accords permettent de le gérer.
Et justement, pour anticiper au mieux, on le disait, là on est dans un moment où on va passer sur du télétravail voilà, à nouveau choisi et non plus subi. Quels seraient vos conseils à chacun pour bien préparer et anticiper justement les RPS dans ce modèle hybride qui se dessine différemment selon les entreprises? Qu'est-ce que chacun vous donnerait comme conseil je dirais, à faire, à ne pas faire, les écueils à éviter et au contraire les thèmes à creuser? On a parlé par exemple de la déconnexion qui va rester un sujet assez important. Qu'est-ce qui vous semble clé pour les mois à venir un petit peu? Hervé? Moi, ce qui me semble clé, c'est vraiment que l'état d'esprit des négociations soit pas un état d'esprit de rapport de force entre des salariés qui ont pris goût à être chez eux et des employeurs qui à la force du poignet, voudraient les faire revenir, mais qui ait un équilibre qui soit trouvé non pas comme, bon allez, chacun fait un bout de chemin, mais encore une fois en prenant en compte tout le bien-être des salariés et de l'entreprise, et donc des clients de l'entreprise, en ayant une vue positive sur tout ce qui va être la prévention. Très bien, effectivement, prendre le soin d'échanger davantage entre un manager et ses collaborateurs, prendre le soin voilà, c'est pas pour t'emmerder que je te demande d'être équipé chez toi. C'est que j'ai pas envie, quand tu auras 54 ans, ce qui est mon cas, que tu ne puisses plus rien porter parce que tu as le dos cassé. Donc, qu'il puisse y avoir un discours positif. Et si à un moment donné, le salarié, c'est la matinée des slogans, hein. Si le salarié n'a pas de bureau ou de table chez lui, pas de bras, pas de chocolat, quoi. Si tu viens de me donner l'information que quand tu es chez toi, tu travailles assis en tailleur sur la moquette, je ne peux pas faire ça. Non, c'est pas punitif, c'est que je dois prendre soin. Alors, accessoirement, c'est ma responsabilité, mais oublions que ce soit ma responsabilité, je dois prendre soin de toi, et donc je t'invite soit à venir travailler au bureau, où là il y a des bonnes conditions de sièges réglables en hauteur et ainsi de suite, et un environnement, soit de faire en sorte que ta santé ne s'abîme pas chez toi. Donc qu'il y ait vraiment une approche de tous ces accords qui vont venir sous l'angle du bien-être de tout le monde, quoi. Que c'est pas un petit pas des uns et des autres, mais c'est un pas de chacun pour que chacun s'y retrouve, quoi. C'est vraiment un conseil que je voudrais donner. Est-ce que les tiers-lieux peuvent être je dirais une voie un petit peu alternative pour ceux qui auraient un appartement trop exigu pour avoir le siège qui va bien et du coup qui ne souhaitent pas forcément avoir une heure non plus de transport tous les jours? Est-ce que des accords avec des coworking, des tiers-lieux, c'est possible et justement ça permet de prévenir aussi, de faire de la prévention? Ah oui, j'y crois beaucoup. Puis en plus, ça peut dans certains cas permettre de rompre une forme d'isolement des salariés chez eux, ou bien un environnement familial compliqué, on disait avec des enfants ou un conjoint qui doit travailler aussi. Et donc, je pense que c'est vraiment une des solutions qui peut avoir beaucoup d'intérêt. D'autres conseils ou écueils à éviter qui veut se lancer? Caroline? Alors, je pense que les employeurs doivent réfléchir en termes de marque employeur. En matière de ressources humaines, on utilise ce vocable qui est plutôt emprunté au marketing à la base, et on constate que beaucoup de nouvelles recrues, de candidats aspirent au télétravail. Donc, l'argument télétravail est un argument de recrutement aujourd'hui. De la même façon qu'autrefois, on avait comme argument venez chez nous, on a une magnifique formidable complémentaire santé, ce qui n'est plus du tout un argument puisque c'est obligatoire. Donc il faut changer son argumentaire de recruteur puisque le recruteur vend la marque de son entreprise, et pour attirer les nouveaux talents et pour s'affranchir de toute limite géographique, je pense que le télétravail est une bonne voie. Parce que du coup, ça va étendre le champ des possibles par rapport au recrutement. On va plus simplement réfléchir en termes de bassin d'emploi, mais on va réfléchir en termes de territoire beaucoup plus large. À la fois parce que les salariés peuvent travailler à distance ou parce que les salariés peuvent travailler sur des centres, et vous l'avez évoqué, qui sont des centres de coworking dans le cadre de Flex Office. Alors, ces centres de coworking, on les présente un peu comme une innovation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans la mesure où, dès le milieu des années 90, la région Île-de-France a travaillé sur un projet qui s'appelait les télécentres. Donc j'ai travaillé dessus, c'était mon stage de fin d'études. Donc je suis bien placée pour un bureau de voisinage. Donc il y avait un partenariat avec, à l'époque, ça devait être SNCF RATP, il y avait IBM, France Télécom à l'époque, pour justement faire venir des collaborateurs dans des gares relativement éloignées de Paris, type Cergy-Pontoise ou Marne-la-Vallée, pour éviter les déplacements. L'idée à l'époque, c'était pollution, déplacement, temps de transport,
et du coup augmenter la productivité en rapprochant le lieu de travail du salarié. Donc élargir finalement aussi cette notion de bassin d'emploi. Bon, c'est un projet qui a été abandonné parce que probablement pour des raisons de changement de politique. Mais aujourd'hui, on voit qu'on y revient et on est arrivé à maturité sur ce genre de projet parce qu'on a des facteurs qui sont facilitants, des facteurs culturels et psychologiques. On est prêt à travailler à distance. Des outils réglementaires qu'on n'avait pas au milieu des années 90, on est bien d'accord là-dessus, et des outils également technologiques qu'on n'avait pas du tout à ce moment-là. Donc on était un peu trop en avance quand on parlait de bureaux de voisinage. Bon, c'était un beau projet, mais voilà. Oui, un peu en avance sur son temps. on y reviendra. Léopold ? Moi, je voulais déjà corroborer ce que Caroline dit. Nous, par exemple, chez Moodwork, et là je parle plutôt en interne, on a autorisé le télétravail libre pour les collaborateurs. Et c'est vrai qu'au niveau de certains profils qui sont assez rares, assez recherchés, notamment les développeurs, pouvoir élargir le spectre, ça nous a permis de recruter des talents qu'on n'aurait jamais pu recruter avant, restant uniquement sur Paris. La deuxième chose que je voulais dire, et concernant ta question, Fabienne, je trouve que sur la dernière année et demie, les entreprises comme les individus ont énormément été en réaction et donc ont vu un problème et ont cherché à chaque fois à répondre à ce problème. Je pense qu'aujourd'hui, et pour l'avenir de l'organisation des entreprises, il va être très important que chacun, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau de l'organisation de l'entreprise, soit en capacité de se poser pour savoir comment est-ce qu'ils vont vouloir travailler par l'avenir. Avant la crise du Covid, l'impression qu'on a en tout cas, c'est que les entreprises bossaient énormément, j'ai envie de dire, par jurisprudence. On a toujours fait de la même façon, donc on continue de la même façon. Aujourd'hui, en fait, les cartes, elles ont été rebattues. Et donc, il est très important pour, on va dire, la pérennité de la culture d'une entreprise, la nouvelle culture d'une entreprise qui va se dessiner avec le télétravail hybride, avec le travail hybride, pardon. Ça va être de décider collégialement de comment est-ce qu'on veut travailler ensemble. Et en fait, comme on va avoir des règles sur un terrain de foot, aujourd'hui on a décidé de changer les règles et de redéfinir les règles qui vont permettre que l'entreprise travaille de façon intelligente et productive ensemble. Oui, tout à fait. Et parler de ces règles et du comment va être essentiel dans les mois à venir. Yvan ? Alors, moi je pense que sur les pléthores de conseils, on a déjà été très bon là. Mais alors, le premier truc qui me viendra à l'esprit, c'est déjà d'être le plus clair possible avec les salariés sur la nature des enjeux de santé. De leur dire de manière à ce qu'ils soient aussi, eux, un petit peu vigilants sur eux-mêmes et sur les collègues, et se dire, voilà, là, on va prendre telle formule de télétravail sur telle période, ça va être hyper important d'être clair avec eux sur le fait qu'il peut se passer ceci, il peut se passer cela, et à un moment, ils peuvent se sentir décrochés, ils peuvent se sentir abandonnés, ils peuvent se sentir injustement traités par rapport au reste de l'organisation, ils peuvent avoir l'impression qu'ils ne sont pas autorisés à se déconnecter. Donc vraiment essayer de, j'ai envie de dire, prescrire presque les symptômes et de leur dire, voilà, il y a tout ça qui va se passer tôt ou tard. De toute façon, ce n'est pas lié à vous, c'est lié à ce qu'on est en train d'expérimenter. De manière à les rendre déjà un peu plus matures sur la question et de leur dire, si ça se produit, ce n'est pas que vous êtes devenus nuls ou faibles, et ce n'est pas qu'on va vous le reprocher. Au contraire, si vous êtes bon, vous allez me le dire, parce que je sais que ça arrivera. Donc je pense qu'il faut avoir un discours extrêmement directif sur ces questions-là pour ne pas les laisser tout seuls avec les conséquences d'un mode de fonctionnement qui peut peut-être pas leur convenir avec le temps. Ça, c'est le premier point. Après, assez concrètement, sur peut-être quelque chose, si on sent que les personnes sont en train de se noyer dans le télétravail, donc c'est super, ils nous disent que c'est génial, mais on voit qu'ils sont livides, qu'ils bossent beaucoup trop, qu'ils sont tout le temps connectés, et qui s'irritent facilement, etc. Donc on voit qu'ils commencent à fatiguer. Quelque chose qui peut aider avec des personnes comme ça qui ont tendance un peu au surinvestissement, ça va être là aussi, j'ai envie de dire, leur prescrire presque de la non-qualité, quoi. Le rôle du manager, le rôle des RH dessus, c'est de leur dire, si vous êtes bon, quand vous êtes en télétravail, à 18h, 18h30, vous avez terminé. C'est peut-être tôt par rapport à ce que vous faites d'habitude, mais vous ne tiendrez jamais le télétravail si vous ne le faites pas. Si je vous vois connecté après, et je pense on peut s'autoriser avec certains profils qui ont une tendance à ne pas savoir s'arrêter, à être assez sec par rapport à ça. Si je vous vois après, du coup, là, on aura un souci. Là, ce n'est pas performant en fait de faire ça. Si on est dans l'autre cas où les gens commencent à décrocher, ça va être compliqué de tenir, d'être aussi assertif avec eux, parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Du coup, le conseil là, au-delà évidemment de renégocier, peut-être qu'il y a trop de télétravail, peut-être qu'à un moment il faut qu'ils viennent aussi faire certaines choses sur site. Mais déjà, il y a une étape intermédiaire ça peut être intéressant d'essayer de leur remettre un petit peu de tension
et pour les relier au collectif. Alors, un conseil qu'on a souvent donné, c'était de dire, voilà, si vous sentez que des gens décrochent, la prochaine réunion d'équipe, vous dites que c'est eux qui animent, par exemple. Si c'est pas possible pour eux d'animer, vous leur direz, la prochaine fois que tu viens, j'ai envie que tu prennes la parole 2 fois pour exprimer 2 désaccords, par exemple. C'est important que tu sois là. Et là aussi, en étant très clair sur les enjeux. Parce que je ne peux pas te laisser dériver et vivre à part du groupe. Pour ta santé, c'est un vrai risque. Oui. Voilà. Et est-ce qu'il y a un devoir d'exemplarité aussi quand on parle de déconnexion, notamment des managers, de la direction comment ça se fait, voilà, quels seraient là aussi vos conseils? L'exemplarité. Déjà, la première chose, c'est de poser les règles. Oui. La première chose, c'est de poser effectivement des règles claires sur le sujet et que l'entreprise montre que le sujet est pris à bras-le-corps. Et on évoquait tout à l'heure aussi justement les accords. C'est vrai qu'il y a une chose importante d'ailleurs dans les accords, c'est de bannir la copie. Nous sommes effectivement sur un thème, donc le copier-coller est à bannir. C'est un thème sur lequel on peut prendre des bonnes idées de partout. Par contre, chaque entreprise est particulière. On a évoqué la question des développeurs. Oui, c'est une catégorie qui sans doute se trouve mieux à travailler chez elle avec focus, objectif et sur sa créativité. En revanche, quand on a des blocs entiers, des équipes de direction financière par exemple, ou des équipes de DRH, bref, de tous les services tiers, là pour le coup, on a peut-être besoin justement de recréer du lien et de recréer du collectif. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucune... il faut travailler la singularité de chaque cas, et effectivement c'est aux partenaires sociaux ou à l'employeur lui-même, s'il n'a pas de partenaires sociaux en tout cas, d'essayer de faire un diagnostic qui lui soit propre et d'adapter justement la solution. Maintenant, pour reprendre effectivement le point de la déconnexion effectivement passe par l'objectif qui est donné, qui est écrit, et effectivement les moyens que l'entreprise montre pour pouvoir atteindre cet objectif de déconnexion. Pour moi, c'est ça l'exemplarité entre guillemets. Et ensuite, il y a tous les cas que vous avez évoqués et qui sont effectivement problématiques. D'ailleurs, pour ceux qui sont insuffisamment investis, entre guillemets, on peut juste citer aussi le cas de ces nombreux salariés dans les équipes qui ont disparu de la vision, de la vue de leur manager au fil du temps et parfois déjà assez vite, et que les managers n'ont plus revu depuis de nombreux mois. Donc là, on a un vrai sujet aussi de RPS à traiter, c'est comment est-ce qu'on réembarque ceux qui se sont exclus ou qui ont été exclus par le mouvement, tout simplement, parce que tout ça est allé quand même très très vite. Et là, pour le coup, les réembarquer, le télétravail peut être effectivement adapté ou pas. Donc, une fois encore, pour moi, c'est exemplarité, ça veut dire afficher des règles claires et ensuite, surtout, bien identifier et bien expliquer son cas dans l'entreprise. Alors, on avait une question par rapport à l'organisation du modèle hybride, donc là on y a bien répondu avec plusieurs regards et avis. N'hésitez pas à poser vos questions par le chat et du coup je les partagerai à nos intervenants, donc vous pouvez m'envoyer vos questions et j'ai la petite tablette devant qui va bien pour pouvoir vous lire. En attendant qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, moi je voulais vous demander, on a beaucoup parlé des managers en population à risque, on a vu aussi plusieurs études sur les inégalités hommes-femmes dans le télétravail. Comment on peut essayer aussi d'agir en prévention là-dessus? Caroline, qu'est-ce qui a été mis en avant par la crise? Alors la crise a révélé 2 types d'inégalités en confinement. Inégalité sociale, et vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, des collaborateurs qui ont dû travailler dans des conditions un peu extrêmes, logement exigu, pas d'équipement, une composition familiale parfois compliquée pour travailler à la maison, des enfants, un conjoint. Donc on a été tous très inégaux par rapport à ce point-là, par rapport au logement. Deuxième point d'inégalité qui est ressorti sur les études en post-confinement, c'est l'inégalité homme-femme. Il semblerait que les femmes se soient davantage investies dans des doubles tâches professionnelles et tâches domestiques, et que finalement la charge mentale des femmes est augmentée. Alors après, les outils de prévention, ils existent dans les entreprises, puisqu'il y a des outils qui permettent d'éviter de créer des inégalités dans les entreprises, alors plus ou moins bien appliquées. C'est très difficile d'identifier ces inégalités-là, parce que quelque part, dire à une femme « ça s'est bien passé pour vous », c'est la stigmatiser en tant que femme. Donc c'est toujours un sujet un peu tabou au niveau managérial, et je pense que ça doit faire partie des négociations. Alors le télétravail fait partie des éléments qualité de vie au travail dans les négociations annuelles obligatoires. Je pense qu'il faut replacer cette histoire d'inégalité de genre à ce moment-là dans les négociations. Alors il y a des inégalités aussi par rapport à la capacité à se déconnecter. Vous avez des individus qui sont
d'eux-mêmes incapables de se déconnecter parce qu'ils ne sont pas informés. Et vous l'avez évoqué, il faut le négocier dans les accords. Le droit à la déconnexion, il existe depuis 2017 dans le Code du travail. Très peu de managers et salariés ont été informés. On n'a pas communiqué sur ce droit à la déconnexion. Donc quand on ne communique pas, on ne sait pas se positionner. Et s'il n'y a pas de règles de bonne pratique, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc il y a une inégalité dans le sens où il y a des individus qui sont capables de dire « voilà, c'est 19h, j'ai une famille, je m'en occupe et je crée une frontière. Et j'empêche le brouillage vie professionnelle, vie privée. » Et puis vous avez des individus qui en sont incapables parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ont peur de représailles, ils ont peur de mal faire, d'être réprimandés, etc. Donc là, c'est vraiment de la responsabilité de l'employeur et du manager de dire voilà, il y a des bonnes pratiques, vous êtes chez vous, certes, mais ça ne nous donne pas le droit de vous solliciter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce qui a été fait dans certains cas pendant le confinement, il y a eu des abus, mais là je crois qu'il faut revenir à une situation normale de confiance et cadrée. Et je crois que pour cadrer, on a comme outil les accords négociés avec les représentants du personnel et on a également la possibilité de signer une charte aussi, si on ne veut pas signer un accord. Oui. Alors on a une question de Caroline qui nous demande quelles sont les obligations liées au RPS, donc ça on en a pas mal parlé, et quelles sont les sanctions liées au manquement? Alors, les sanctions sont diverses. Je dirais que déjà le simple fait de ne pas avoir un DUER adapté, mis à jour, rappelons que c'est un document qui n'est pas statique et qui doit effectivement évoluer avec la vie de l'entreprise et des circonstances qui se produisent. Et le plus possible en anticipation. Donc là, on a une sanction pénale avec une amende de 1 500 €. Je pense que le problème n'est pas tellement là. Le problème, il est surtout que le fait de ne pas avoir anticipé les situations à risque et de ne pas avoir mis les moyens de les traiter pour éviter justement qu'elles ne se produisent expose l'entreprise, comme toujours, en cas d'accident du travail, à la sanction de la faute inexcusable. Donc, chose qui est assez quand même commun. Et puis, on a quand même de plus en plus de situations dans lesquelles indépendamment de la problématique de faute inexcusable, le salarié lui-même considère avoir été, entre guillemets, maltraité et il peut effectivement attaquer son employeur sur une action en dommages et intérêts, éventuellement prendre acte de la rupture de son contrat de travail, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour faute de l'employeur. Donc on a un ensemble effectivement de choses qui font que oui, la sanction immédiate, c'est de l'inspection du travail qui constate que le DUER n'est absolument pas à jour, par exemple. Mais ce sont surtout les sanctions dérivées, et notamment celles que je viens d'évoquer, qui sont importantes. Très bien. Si on constate que du coup, on ne va pas forcément très bien, parce que là, on a l'idée que voilà, on reprend, youpi, tout réouvre, mais il y a certaines personnes pour qui c'est compliqué de sortir de cette année et demie de crise. Quels seraient vos conseils quand on sent voilà, qu'on ne va pas forcément bien, qu'on a du mal à revenir au travail, ou qu'il y a quelqu'un dans son équipe qui, du coup, n'est pas forcément non plus au top? Yvan ou Léopold ou Hervé, qu'est-ce que vous conseilleriez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour soi et pour les autres? J'ai envie de dire, je peux avoir envie de partir par le pire truc à faire, ce serait de se dire tu te sens pas bien, reste à la maison tant qu'il faut jusqu'à ce que ça aille mieux. Ce qui est pétri de bonnes intentions, on a envie de prendre soin, il a l'air fragilisé, etc. Ou de partir dans l'extrême, c'est non, tout le monde revient, top, on rentre dans le rang, c'est parce que tu fais pas comme les autres que ça va pas, quoi. Dans les deux cas, c'est extrêmement violent, quoi. Enfin, on ne sait pas à quoi on joue en étant aussi carré. L'idée là, je pense qu'il est important, il va y en avoir pas mal des cas comme ça, c'est d'essayer de prendre un moment pour voir que ce qu'ils ressentent compte. C'est pas une question de politesse, quoi. C'est qu'à un moment, la personne elle est loin du travail, elle vit des choses qu'on a peut-être du mal à mesurer parce que pour elle c'est important, c'est inquiétant, etc. Si on ne passe pas par la case où on creuse un petit peu voir ce que ça te fait, et si demain tu revenais, comment tu verrais les choses, qu'est-ce que tu redoutes, je veux dire, le reste va être compliqué parce qu'à partir de là, en se disant, on n'en a rien à faire de ce qu'elle ressent. Donc voir avec elle un petit peu comment ces choses s'articulent, et ça c'est toujours important de le faire avec des gens qui sont un peu fragiles, ça va être de progressivement les mettre un petit peu sous tension. Donc de leur demander des expérimentations qui parfois, si vous les sentez vraiment très effrayés, qui peuvent être de l'ordre du symbolique, c'est-à-dire ok, viens, mais viens uniquement pour déjeuner, quoi, par exemple, ou pour la réunion d'équipe, ou viens 2 heures cet après-midi, et même si en termes de productivité c'est nul, parce qu'il y a le temps de transport, etc. Mais après on débrief, on voit comment tu l'as fait, est-ce que ça a beaucoup compliqué ta journée ou pas, est-ce que ça t'a manqué ou pas. Donc et petit à petit, tendre un petit peu les choses comme ça,
pour qu'ils expérimentent et qu'ils voient un peu qu'est-ce qui se passe en vrai, qu'ils ne restent pas bloqués dans la peur. La deuxième chose, là aussi on a pas mal parlé, hein, c'est important de les remettre un peu dans le collectif. Je pense que ce qui est important, c'est de leur demander dans quelle mesure on peut parler de leur anxiété à reste de l'équipe, juste pour leur en faire part en fait, pour qu'ils s'expliquent, pour qu'ils ne savent pas interpréter plein de choses derrière, qu'il n'y en a plus rien à faire, qu'il est désengagé, etc. Mais aussi pour l'amener à ne pas éviter ce sujet en fait. Hervé ? Oui, moi je voudrais aussi rappeler que nos services de santé au travail, médecine du travail sont là pour aider, accompagner employeurs, salariés, et qu'il ne faut pas sous-estimer toute la palette. On a été très mobilisés de toute la période Covid, confinement. Être mis à parler du DUER, document unique d'évaluation des risques, ça peut être compliqué pour un employeur, comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Beaucoup de nos services, on a développé des webinars, des accompagnements, des conseils pour aider. Donc que ce soit sur l'individuel ou sur le collectif, il ne faut pas sous-estimer que voilà, tous nos professionnels, médecins du travail, infirmiers en santé de travail, ergonomes, psychologues, sont là pour aider individuellement et collectivement les entreprises, et qu'on n'est pas démunis. Voilà, vous avez, à l'issue de cette table ronde, dire bon ben oui, c'est une idée intéressante, mais je m'adresse à qui, je commence par où. Voilà, qu'il y a aussi des solutions. Il y en avait sur ce plateau, et il y en a aussi auprès de vos services de santé au travail. Oui, c'est un interlocuteur important. On nous demande, ça va être certainement une des dernières questions, quels sont les symptômes ou les signes annonciateurs auxquels un manager doit être attentif quand on parle de RPS ou de mal-être au travail? À quoi faut faire attention? Quels signes vous semblent importants? Caroline? Alors, il y a des signes qui sont très rapidement évocateurs, c'est perte de poids ou prise de poids. Donc là, tout de suite, ça peut être avant-coureur par rapport à un burn-out. Difficulté de sommeil, donc des collaborateurs qui arrivent épuisés le matin. Donc ça peut vraiment inquiéter le manager. Et puis des difficultés à se concentrer. Lors de réunions, par exemple, au cours d'un collectif de travail, on s'aperçoit qu'il y a une grosse difficulté de concentration, une mise en retrait du collaborateur. Et là, ça peut commencer à inquiéter, donc on peut éventuellement en discuter avec le collaborateur et apporter le conseil d'aller consulter la médecine du travail. Et on a parlé du burn-out. Léopold, il y a aussi le bore-out quand on parlait des décrocheurs. C'est aussi un autre volet du coup des RPS. Exactement. Alors c'est un volet qu'on essaye sur lequel on travaille pas mal chez Moodwork en ce moment. Et chez Moodwork, on a une conviction, c'est qu'aujourd'hui, dans les médias, etc., les salariés sont énormément confrontés à des pathologies liées à leur travail, que ce soit le burn-out, que ce soit la dépression, que ce soit le bore-out, etc. Et on trouve que ça devient de plus en plus compliqué pour le collaborateur de se situer vis-à-vis de ces problématiques qu'il peut rencontrer dans sa vie quotidienne au travail. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer des questionnaires qui sont validés scientifiquement, qui ont pour objectif de permettre aux salariés de s'auto-évaluer. On a déjà créé un questionnaire spécifique sur le burn-out, donc une analyse des symptômes, qui permet à chaque collaborateur de s'auto-évaluer. On a déjà, en 3 ans, on a eu plus de 30 000 personnes qui l'ont passé, dont des centaines qui ont été mis en relation avec des psychologues derrière et de façon complètement gratuite par Moodwork. Et là, l'idée, c'était d'aller sur un sujet qui est potentiellement encore plus tabou que le burn-out, qui est celui du bore-out. Celui du burn-out, on peut se dire, c'est parce que je travaille trop, etc., j'ai un fort investissement. Le bore-out est extrêmement stigmatisant, et en parler autour de soi, ça reste un énorme tabou pour les personnes qui en sont victimes. Notre objectif, c'est d'ici la fin de l'année, c'est de sortir un test de bore-out validé scientifiquement. Aujourd'hui, là, il vient d'être validé par des revues scientifiques, et donc de le proposer gratuitement sur notre site internet pour permettre à toutes les personnes qui potentiellement se sentiraient dans cette situation de réussir à s'auto-évaluer et potentiellement d'avoir les premières recommandations sur ce qu'elles devraient faire pour faire face à cette situation. Très bien. Donc bientôt, du coup, dans les mois à venir, en ligne. Ça va être le moment de vous remercier, tous les 5. Merci beaucoup. Alors, on nous demande, j'avais une question, si le congrès télétravail était présent sur LinkedIn. Donc oui, vous pouvez retrouver le congrès télétravail sur LinkedIn. Et puis nos intervenants aussi. Donc n'hésitez pas à aller les retrouver sur LinkedIn et en ligne. Comme ça, vous pourrez suivre leurs différentes actualités. Merci beaucoup à tous les 5. Merci. Passez une très bonne journée et je vous souhaite une bonne journée pour la suite du coup des conférences et des interventions. Merci beaucoup.